Ah bon, ma lumière, voilà. Soyez le bienvenu, M. Charles Onana, à l'occasion de la conférence débat organisée à l'Université de Kinshasa, Holocauste au Congo et les raisons de la communauté internationale. Les éléments de la police universitaire sont rangés pour vous accueillir. La France, les honneurs, le commandant Mwamba Bidouala. Sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Alors, je remercie tous les officiels qui ont m'ont fait l'honneur, ils nous ont fait l'honneur de se déplacer. Je remercie évidemment le corps diplomatique ici présent. Je remercie évidemment monsieur le recteur de l'université qui a mouillé sa chemise pour que cet événement puisse avoir lieu. Je pense qu'il faut vraiment l'applaudir très fort. Évidemment, il y avait derrière le recteur les mains de mes confrères et amis enseignants-chercheurs qui ont fait le maximum et qui soutiennent ce travail depuis la sortie du livre. Vraiment, il faut les applaudir très fort. Et puis, je suis surtout ravi de voir cet amphi comble par les étudiants qui n'ont cessé de me soutenir et de me demander de venir à Kinshasa, donc je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un que je ne peux pas ne pas remercier, même si certains savent déjà que c'est mon ami, mais il y a quelque chose qui nous lie depuis de très nombreuses années, c'est de travailler en quelque sorte dans la solitude et je dirais une certaine forme d'indifférence. Il a beaucoup travaillé dans ce pays, il a prêché autant que faire se peut la bonne parole, comme on dit, Monseigneur me comprendra, dans l'intention tout simplement de sensibiliser le peuple congolais à la question de la lutte contre la balkanisation. Il a perdu son emploi à la télévision nationale, un journaliste chevronné, reconnu, respecté, et je dirais incorruptible. Et ça, c'est très rare en Afrique et dans ce pays. Quelqu'un qui a également perdu son deuxième emploi au journal Le Potentiel, simplement parce qu'il défend son pays et il veut sensibiliser son peuple à comprendre le drame que vit le Congo. Vous avez compris que j'ai nommé M. Freddy Mulumba. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on est à l'université et qu'il est toujours important d'expliquer et de partir de d'où on parle, de savoir d'où on parle, je tiens simplement à vous dire que je suis rentré dans le dossier de la région des Grands Lacs, je dirais par la grande porte. Je n'avais aucun préjugé
sur cette région que je ne connaissais vraiment pas. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le fait que 2 chefs d'État soient tués le 6 avril 1994 au Rwanda à côté, et personne n'avait rien à dire là-dessus. C'est comme ça que je suis rentré dans ce dossier. Et quand j'ai publié ce livre, je reviendrai là-dessus, c'était avec un ami Tutsi qui est aujourd'hui en prison à Kigali, qui s'appelle Deo Mushahidi. Un rescapé Tutsi de 1994, pour qui, aujourd'hui encore, j'ai beaucoup de peine et une larme à l'œil. Et tous ceux qui ont essayé de me faire le procès, je dirais, comme on dit en Afrique, en sorcellerie, sur M. Nana, anti-Tutsi, etc., ben, je ne les ai jamais entendus parler de Deo Mushahidi. Et je vous demande, vous Congolais, aujourd'hui, parce que ce garçon, il a été emprisonné parce qu'il était en désaccord avec ce qui se passait dans votre pays. Si vos applaudissements peuvent faire chaud au cœur à mon ami Deo Mushahidi, je crois que si du fond de sa prison, il entend ces applaudissements, on aura déjà fait beaucoup pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette région? J'ai voulu commencer cette affaire par, vous voyez, une réflexion de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était un grand physicien, chimiste, parce qu'il a fait ses études à Paris. Il a été combattu parce qu'il voulait revisiter et surtout revoir l'histoire africaine telle qu'elle était racontée. Il a été combattu avec une férocité incroyable, alors qu'il était question d'un débat intellectuel et d'une confrontation intellectuelle. Confrontation d'idées ne doit pas amener à haïr quelqu'un, à le détester. Et j'ai pensé que cette réflexion était importante parce que ce dont il est question dans cette région, c'est la recherche de la vérité. Moi, je ne suis pas là en tant que grand prêtre Manitou, gourou, qui dit « je sais tout, j'ai tout compris, je suis le savant ». Non. Vous savez que ce qui est cher à tous les chercheurs, c'est d'abord l'humilité. Et Socrate disait « je sais une chose, c'est que je ne sais rien » pour les philosophes, notamment mon cher ami, le professeur qui est là, qui a présenté tout à l'heure, on sait tous que quand vous partez de l'idée que vous ne savez pas, vous faites le maximum d'efforts pour savoir. Et en général, lorsque vous cherchez longtemps, vous trouvez. C'est le chercheur français Poincaré qui disait souvent, pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Et je crois que ce qui fait la détestation de certains à mon endroit, c'est que je prends le temps pour chercher longtemps, et quand je trouve en général, ce que je trouve les dérange. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu des entretiens avec le colonel Luc Marshall. Pour vous dire brièvement, c'était le commandant des casques bleus des Nations Unies au Rwanda en 1993-1994, c'est-à-dire qu'il était venu avant les événements. Et le colonel Luc Marshall connaît très bien le Congo parce que c'est un officier belge. Il a commandé les troupes des Nations Unies au Rwanda en 1994, c'est-à-dire qu'il était chargé de ce qu'on appelait le secteur Kigali. Et le secteur Kigali, c'était quoi? C'est que tout ce qui se passait sur le plan strictement militaire, entre les deux belligérants, le gouvernement Hutu et la rébellion Tutsi de Paul Kagame, c'était le colonel Marshall qui contrôlait les armes des deux parties. Il m'a fait beaucoup de confidences, il m'a raconté beaucoup de choses pendant de nombreuses années, et j'ai essayé de comprendre, dans la logique de ce que je trouvais, venir régulièrement faire des discussions avec lui, et j'ai approfondi mes connaissances en échangeant avec lui. Pour la petite histoire, il a été
lorsque j'ai soutenu ma thèse doctorat à l'Université de Lyon 3, il avait été invité comme membre du jury, comme expert des Nations Unies pour ce que j'étais en train de démontrer. Je voudrais donc, il y a quelques années, avec l'aide de mon éditeur, j'ai voulu faire une émission avec lui parce que vous savez très bien que il y a certains acteurs de l'histoire, si on n'a pas la chance de recueillir et de garder leurs témoignages, eh bien, lorsqu'ils disparaissent, eh bien, une grande partie de leur expertise nous échappe s'ils n'ont pas écrit. Donc, j'ai voulu garder le témoignage de Luc Marchal et je voudrais qu'on l'écoute avant que je commence mon exposé. Colonel Marchal, est-ce que cette histoire d'invasion et de pillage du Congo, vous l'avez ressenti à quel moment que l'OFPR avait des intentions sur le Congo? Je crois que je vais donner un éclairage auquel j'ai participé au début des années 90, je crois que c'était environ 92, où les Américains ont donné un briefing à l'OTAN à Bruxelles, briefing qui était la conclusion d'une enquête, d'une étude stratégique, étant donné la chute du mur de Berlin et l'implosion du bloc soviétique. Les Américains se sont retrouvés un petit peu désemparés pour savoir quel est notre ennemi maintenant, puisque les Russes, ou les Soviétiques, ça n'existe plus. Et donc ils ont, fait une étude stratégique, donc une prospective dans le futur. Et pour être bref, leur conclusion était très simple. Donc nous sommes en 92, et leur conclusion c'était jusqu'en 2017, les États-Unis n'ont rien à craindre par rapport à leur hégémonie mondiale. Et pour pouvoir poursuivre cette hégémonie ou maintenir cette hégémonie, ils ont identifié, ils l'ont exprimé tel quel, 2 régions dans le monde, l'Amérique du Sud et l'Afrique centrale, où ils devaient prendre concrètement pied pour pouvoir assurer ce maintien de leur hégémonie. Bon, ils se sont un peu trompés sur la date de 2017, mais n'empêche qu'ils sont quand même en Afrique centrale. Et donc, tout ça fait partie, aussi d'un plan stratégique. Alors, j'ajouterai à ceci, c'est que le nom de Roger Winter ne vous est sans doute pas inconnu, mais s'il y a bien quelqu'un qui a joué un rôle... Reconnu comme un agent de la CIA. Oui, dans toute la succession de coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, c'est Roger Winter. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais il paraît qu'au début avril, Roger Winter se trouvait à Mulindi, qui était le quartier général de Kagame, du FPR, où on avait rassemblé une série de personnes qui étaient à même de financer la campagne militaire de Kagame. Pour compléter justement votre propos là-dessus, M. Winter a été effectivement décoré M. Winter a été décoré officiellement par Paul Kagame. Plus haute distinction du Rwanda, du régime actuel. Ce que je veux dire, c'est que dans cette configuration, j'ai voulu, en échangeant avec le colonel Marchal, comprendre qu'est-ce qui était recherché à travers le drame du Congo. Et comment on pouvait comprendre ce que vit le peuple congolais aujourd'hui depuis pratiquement 30 ans, du fait tout simplement que les grandes puissances ont décidé de se taire. Vous avez tous vu, lorsque la guerre avait éclaté, lorsque le Saddam Hussein avait envahi le Koweït dans les années 90, la première chose qui a été déclenchée au niveau de la communauté internationale, c'était ce qu'ils ont appelé, les Américains ont appelé tempête du désert,
c'est-à-dire une mobilisation extrêmement féroce, forte, contre l'Irak. Il y a eu des bombardements en Irak parce qu'on considérait que l'Irak avait violé le droit international, avait violé la souveraineté de l'État du Koweït. Et il se trouve que la même configuration s'est produite il n'y a pas très longtemps par rapport à la Russie, avec la question de l'Ukraine, même si c'est très complexe ce dossier-là, et que généralement, quand on commence à analyser les questions complexes, on vous taxe tout de suite, soit de complotiste, soit de pro-russe, ou je ne sais pas quoi. Alors en fait, tous les Occidentaux savent très bien que l'Ukraine ne peut pas faire la guerre contre la Russie. C'est mathématique sur le plan militaire. Mais néanmoins, on a quand même soutenu l'Ukraine en voulant qu'effectivement l'Ukraine puisse faire la guerre. Bon, alors évidemment, la question de l'Ukraine telle qu'elle est posée, eh bien, a toujours été un problème de débat à la fois au niveau international et au niveau médiatique. Donc, moi, j'ai toujours été surpris de constater que tout le monde est au courant, enfin, quand je dis tout le monde, toutes les grandes puissances, tous les membres du Conseil de sécurité sont au courant que le Congo est victime d'une violation flagrante du droit international public, mais il n'y a jamais eu la même mobilisation que contre le Koweït, ni la même mobilisation que contre l'Ukraine. Peut-être parce qu'on se dit que le Congo mérite d'être envahi, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le silence des États africains vis-à-vis de la violation de la souveraineté du Congo. Pourquoi? Parce que depuis l'OUA a consacré l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. C'est-à-dire que pour les États africains, il est hors de question de toucher à une frontière d'un État africain à l'après 1960, c'est-à-dire après les indépendances. Mais il est curieux de constater que les violations répétées du Rwanda et de l'Ouganda vis-à-vis du territoire congolais n'ont pas jusqu'ici, je parle sous le contrôle des diplomates, n'ont pas fait jusqu'ici l'objet de condamnations claires, sévères et fermes à l'égard du Rwanda par rapport à son action au Congo. Donc, ces deux éléments qui sont non seulement une violation du droit international, c'est-à-dire qu'on est supposé être, au niveau du Conseil de sécurité, garant de la paix et de la sécurité internationale, on est, au niveau africain, supposé garantir la paix et la sécurité en Afrique, et dans ces deux cadres-là et dans ces deux contextes-là, la violation de la paix et de la sécurité du Congo ou au Congo a toujours eu lieu sans que nous ayons la moindre réaction par rapport à cette situation. De temps en temps, évidemment, il y a des communiqués qui nous disent « Bon, écoutez, il y a ceci, on n'est pas content, etc. » Bon, écoutez, on va avancer. Je me suis posé la question de savoir si c'était ce que le colonel Marshall a dit. C'était tout simplement qu'il avait participé à une réunion de l'OTAN en 1992 et lors de cette réunion de l'OTAN, il avait été question après la chute du mur de Berlin, pour les États-Unis de prendre pied en Afrique centrale. Et parmi les pays qui étaient concernés dans cette réunion stratégique en 1992, figurait très bien le Congo, Kinshasa en bonne place. Donc, je me suis donc posé la question de savoir si, effectivement, le Congo était une cible de l'OTAN et des États-Unis. Alors, pour savoir si le Congo est une cible de l'OTAN ou des États-Unis, j'ai pensé qu'il fallait d'abord revenir sur le Rwanda. Parce que les malheurs, une grande partie des malheurs du Congo viennent du Rwanda. Et si vous ne comprenez pas très bien ce qui se passe au Rwanda, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe au Congo. C'est la question du Rwanda. Alors, pour beaucoup de gens dans la salle, le nom de Roger Winter vous est complètement étranger. C'est quelqu'un que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, certainement. Bon, ce Roger Winter a organisé en 1988 aux États-Unis une conférence sur le déclenchement de la lutte armée au Rwanda pour le retour des exilés Tutsis. Avec un professeur rwandais, d'origine rwandaise, Tutsi lui aussi, qui s'appelait Alexandre Kemini.
Et donc, cette réunion est une réunion fondamentale dans ce qui va se passer au Rwanda en 1990. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est que l'armée patriotique rwandaise qui a été créée par Paul Kagame était un acteur important de cette action. Et donc, c'est pour cela qu'en 1990, vous revenez donc en octobre 1990, donc le 1er octobre 1990, l'APR, l'armée patriotique rwandaise, attaque le Rwanda à partir de l'Ouganda. Évidemment, c'est à la suite d'une rencontre que le président Habyarimana a aux États-Unis, dans le cadre de l'UNICEF, et le président Habyarimana avait demandé à Museveni, j'espère que vous n'allez pas abriter des rebelles qui vont attaquer mon pays. Monsieur Museveni lui a juré la main sur le cœur que lui, il ne participe pas à ce genre de choses et qu'il ne laissera pas faire ce genre de choses. Hélas, le 1er octobre 1990, le Rwanda a été attaqué. Les troupes venaient des États-Unis, de l'Ouganda. Paul Kagame, qui était en formation aux États-Unis à Fort Leavenworth, aux États-Unis, et qui était une structure gérée par le Pentagone, a quitté précipitamment les lieux. Et je suis au courant de ce qui s'est passé parce qu'il y a un de ses collègues rwandais qui était stagiaire avec lui au cours de cette affaire-là, mais qui lui était et appartenait aux forces armées rwandaises, donc l'armée gouvernementale Hutu qui était là-bas. Mais lui, quand il participait à ce stage, il était venu avec son uniforme militaire d'officier supérieur du renseignement militaire de l'armée ougandaise. Donc, c'était en quelque sorte sur le papier un Ougandais. Alors, l'objectif de Kagame est évidemment pour l'armée patriotique rwandaise de renverser le président Habyarimana. Bon, vous voyez très bien, je mets une référence au dossier du tribunal pénal international qui a été faite par Mme Alison Deforge, qui est américaine. Donc, il y a eu aussi, j'ai d'autres éléments pour étayer cela, évidemment, les communiqués du FPR. Alors, deuxième point qui est important à faire souligner, c'est que Paul Kagame, pendant toute cette période-là, de 1990 en 1993, des discussions seront organisées. L'instigation de la France, notamment par le président François Mitterrand, ce qu'on a appelé les accords d'Arusha pour que les Rwandais, Hutus et Tutsis puissent travailler ensemble, gouverner leur pays ensemble, pour que finalement prenne fin cette guerre séculaire qui les anime, qui a débouché à la guerre de 1959 que vous connaissez, où le Congo a été très accueillant pour accueillir les Tutsis qui ont fui le pays dirigé par la monarchie, parce que la monarchie était tombée. Les Congolais les ont accueillis chaleureusement, ont nourri beaucoup, certains ont même eu des bourses, au détriment parfois des Congolais brillants, et ils ont été bien traités dans ce pays. Alors, Paul Kagame va donc renoncer à tout cela pour faire la guerre. Parce que lui, dans leur idée, c'était de faire la guerre, ce n'était pas de faire la paix. Pourquoi? Parce que faire la paix pour eux signifiait ne pas prendre la totalité du pouvoir au Rwanda. Et ce que l'armée patriotique rwandaise, donc qui était essentiellement composée de Tutsis, même s'il y avait quelques Hutus de service, comme les Hutus eux-mêmes disent, que nous, on nous a considérés comme des Hutus de service, eh bien, beaucoup, ils étaient en quelque sorte sous le commandement des Tutsis dont Paul Kagame avait la direction. Alors, et je vous demande aussi là de faire très attention. Parce que lorsque cette mobilisation est faite pour les accords d'Arusha, c'est pour faire la paix, vous vous souvenez que ça fait longtemps qu'on demande aux Congolais de discuter, de faire la paix, de faire des négociations, etc. Eh bien, Paul Kagame avait deux agendas. Il y avait l'agenda qui consistait à donner l'impression qu'il négocie, et il y avait l'agenda qui était de faire la guerre où, à chaque fois, ils avançaient leur pion sur le plan militaire pendant que les partis adverses, c'est-à-dire la partie gouvernementale, étaient affaiblis militairement. Et j'ai eu toutes les confirmations avec des documents de la mission des Nations Unies au Rwanda pendant ces événements. Le colonel Marshall qui commandait, comme je vous ai dit, les deux parties, qui commandait la mission des Nations Unies et qui a produit les documents des deux parties, m'a montré des éléments qui attestaient effectivement que Paul Kagame, lui, il avait un agenda qui n'était pas l'agenda diplomatique et qui n'avait rien à voir avec ce qu'on disait dans les médias. Donc, il faut que les Congolais aient ça en tête, en sachant que vous pouvez négocier avec Kagame tout ce que vous voulez, mais lui, si son objectif c'est de prendre le Kivu, il le prendra, que vous le vouliez ou non, et vous pouvez signer tous les accords que vous voulez avec lui, il ne les respectera jamais, comme il l'a déjà fait en 1993. Donc, on arrive donc à un élément
central qui est important. C'est-à-dire que au moment même où les accords d'Arusha sont signés, verrouillés en 1993, où il est question d'un partage de pouvoir entre Hutu et Tutsi, et surtout où le FPR a eu toutes les concessions possibles. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés, les Tutsis étaient 14% au Rwanda avant les événements tragiques de 1994, et les Hutus 80%. Donc ils sont arrivés à demander à avoir dans l'armée 50% de place dans l'armée gouvernementale. Les officiers Hutus ont protesté en disant qu'en proportion du nombre, il y avait un problème. La communauté internationale a dit non, c'est pas grave, acceptez pour la paix, etc. Ils ont accepté. 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu. Le président Mobutu du Zaïre était supposé être de voyage, mais il avait été, il lui a été recommandé par les services d'enseignement congolais de participer à cette mission, dont le ministre, ancien ministre de la Défense, conseiller spécial du président Mobutu, M. Morimwanda, m'avait expliqué en détail ce qui s'était passé parce qu'il était parmi les personnes qui avaient préparé le voyage. C'est ainsi donc que je décide de publier mon premier livre sur l'attentat. Parce que je constate que personne ne veut parler de l'attentat, on parle du génocide, etc. C'est très bien. Mais deux chefs d'État dans l'avion, le président du Burundi et le président du Rwanda, méritent quand même qu'on regarde ce qui se passe. J'obtiens de nombreux documents et je publie mon premier livre sur l'attentat en 2002. Vous voyez, à l'époque j'étais jeune encore, j'avais un peu de cheveux encore sur la tête. Et le livre intitulé Les secrets du génocide rwandais que je coécris avec mon ami Deo Mouchaïdi, le Tutsi. À l'époque, Deo Mouchaïdi était le représentant du FPR, c'est-à-dire le mouvement de Paul Kagame, en Suisse. Eh bien, je suis attaqué par l'État rwandais et par le président Paul Kagame en personne, avec un gros cabinet d'avocats belges dans le dos et un cabinet d'avocats français. Bon, Maître Vergès voulait me défendre à l'époque, j'ai refusé. Il était passé par le professeur Bernard Debré, mais il dit qu'il voulait me défendre bénévolement. J'ai dit non, je ne suis pas là pour faire l'esbrouf. Mon objectif, ce n'est pas de passer devant les caméras en disant « Monsieur Onana est défendu par Maître Vergès, ça ne m'intéresse pas, je veux gagner mon procès ». Et je décide donc de prendre un petit avocat togolais qui était secrétaire de la conférence à Paris. On monte le dossier, on prépare, fournit 4000 documents de preuve et j'ai parmi mes témoins le colonel Luc Marshall qui était le commandant de la force des Nations Unies au Rwanda. 2 jours avant la tenue du procès, Paul Kagame et son avocat envoient une lettre de désistement et de l'État rwandais et de Paul Kagame lui-même.